Bonjour, bienvenue dans ce deuxième CM concernant le module M2204, fiscalité des personnes physiques. Précédemment, dans la première vidéo, nous avons vu donc les bases de l'impôt sur le revenu et nous avons vu comment étaient déterminés les revenus à déclarer et les revenus imposables des premières catégories de revenus, à savoir les revenus du travail, traitement salaire, rémunération des dirigeants de société, BIC, BNC et bénéfices agricoles. Donc nous avons vu comment étaient déterminés les revenus à déclarer et les revenus imposés de ces catégories de revenus. Maintenant, nous allons voir dans cette première partie de deuxième CM, comment sont estimés les revenus à déclarer et les revenus imposables des revenus du patrimoine, à savoir les revenus fonciers, c'est-à-dire les revenus provenant des biens immobiliers, les revenus mobiliers, globalement tout ce qui est revenus de placement financier. Et nous éluderons, mais cette partie-là, comme je vous l'avais dit, nous ne verrons pas plus les plus-values immobilières. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les revenus fonciers et les revenus mobiliers. Donc, troisième partie, détermination des revenus du patrimoine. Première sous-partie, donc les revenus des capitaux mobiliers. Donc comme vous avez vu, c'est inversé. On commence par les revenus des capitaux mobiliers avant de faire les revenus fonciers. Donc les revenus des capitaux mobiliers, de quoi il s'agit? Eh bien, il s'agit des revenus qui proviennent de la détention de placements financiers et de leur cession. Donc lorsque un particulier va placer de l'argent sur un livret, va placer de l'argent en bourse, dans des obligations, dans des actions, eh bien, il perçoit des revenus, des dividendes, des intérêts. Et donc, on va voir comment sont imposés ces revenus. Donc, vous avez deux catégories de revenus sur la détention de capitaux mobiliers. Donc, les premiers, ce sont les placements en revenus variables, les dividendes. Pourquoi ils sont variables? Parce que les dividendes sont calculés sur les bénéfices des sociétés qui, par définition, sont variables. Il peut très bien y avoir des bénéfices une année et l'année suivante, aucun bénéfice, des déficits et donc pas de dividendes. Et deuxième catégorie de revenus sur la détention, les placements à revenus fixes, donc qui sont constitués des intérêts d'obligation, des intérêts de compte à terme, des intérêts livrés, des intérêts d'assurance vie. Bref, c'est des taux d'intérêt, des intérêts qui sont fixés par contrat. Alors, commençons tout de suite par poser une exception. Eh bien, l'exception, c'est tout simplement certains livrets, donc les intérêts de certains livrets sont exonérés d'impôt sur le revenu. C'est le cas du livret A, du livret de développement durable et du plan épargne logement. Donc, lorsque un particulier place de l'argent sur ses placements, les intérêts perçus chaque année sont exonérés d'impôt sur le revenu. On est bien d'accord que ce sont, là, quand on parle des revenus, les revenus qui nous intéressent, c'est les intérêts perçus. Vous placez 1 000 euros, vous avez 10 euros d'intérêt. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est les 10 euros d'intérêt perçus. Eh bien, les intérêts des livrets à développement durable et des plans d'épargne logement sont exonérés d'impôt sur le revenu. Donc, ils ne sont ni déclarés, ni soumis à impôt sur le revenu. Ils ne rentrent donc pas dans la base de calcul d'impôt, ni dans la somme des revenus soumis à impôt. Bon, maintenant que nous avons vu les revenus de capitaux mobiliers qui étaient exonérés d'impôt sur le revenu, donc l'exception, nous allons voir comment sont imposés les revenus des capitaux mobiliers. Qu'ils soient variables ou fixes, l'imposition va s'effectuer sous le même principe. Et ce principe, c'est le prélèvement à la source libératoire. Qu'est-ce qu'on entend par prélèvement à la source libératoire? Eh bien, l'idée, c'est que les revenus perçus des placements financiers soient imposés directement au moment de leur versement. Le principe, donc, c'est qu'ils sont imposés, les revenus, au moment où le contribuable perçoit le revenu, de sorte que ces revenus ne sont pas
sont soumis à impôt sur le revenu immédiatement et ne rentreront pas dans le calcul de l'impôt sur le revenu avec les autres revenus du contribuable et du foyer fiscal. Donc c'est un peu une exception parmi tous les autres revenus qu'on a vus jusqu'à présent. Donc que se passe-t-il? Une société réalise des bénéfices et va distribuer des dividendes à ses actionnaire. Elle va verser donc, elle décide de verser à ses actionnaires un dividende de 100 € de dividende brut. Quand on dit brut, c'est avant prélèvements sociaux, avant impôts. Dans les faits, elle ne va verser que 70 € de dividende net à ses actionnaires et reverser 30%, donc c'est-à-dire donc 30 € au service des impôts au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux obligatoires. Donc, pour un montant de 100 €, l'actionnaire ne perçoit que 70% de revenus nets dans sa poche. Les 30% restants sont ce qu'on appelle prélevés à la source, c'est-à-dire qu'ils vont servir à payer l'impôt sur le revenu de l'actionnaire. Donc l'impôt sur le revenu, qui représente 12,8% du dividende brut, donc 12,80 €, sera reversé directement au service des impôts. Le contribuable acquitte ainsi son impôt et est entre guillemets tranquille sur ce sujet. Il verse également, la société va verser également des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2% des dividendes bruts. La société le verse pour le compte de l'actionnaire. C'est-à-dire que là, c'est la société qui envoie le versement pour le compte de ses actionnaires. Ici, il s'agit de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux qui sont normalement dus par l'actionnaire. Donc on comprend qu'ici, la notion de prélèvement à la source, c'est une somme qui est prélevée au moment où le contribuable reçoit son revenu. Donc vous voyez que c'est une exception par rapport au revenu qu'on a vu tout à l'heure où le contribuable perçoit son revenu et on calcule l'impôt postérieurement. Là, l'impôt est calculé immédiatement à un taux fixe, 12,8%, et il est ce qu'on appelle libératoire, c'est-à-dire qu'il ne rentrera pas, il ne s'additionnera pas avec les autres revenus du foyer pour calculer l'impôt sur le revenu. Donc cela, c'est le principe. Donc qui dit qu'il y a, en général, lorsqu'il y a un principe, c'est qu'il y a une option possible. Et bien là, effectivement, il y a une option possible. C'est-à-dire que l'actionnaire peut dire oh non mais attendez, moi j'ai pas envie d'être prélevé de 12,8% d'impôt sur le revenu. Moi d'habitude je ne suis pas imposable, donc je ne veux pas être imposé à 12,8%. Donc je ne veux pas que la société reverse directement au service des impôts. Donc sur option, l'actionnaire peut dire non, moi je ne veux pas payer l'impôt sur le revenu directement sur mes revenus, lorsque je perçois mes dividendes ou mes intérêts. Donc sur option, il va dire à la société non, vous me reversez toutes les sommes disponibles, hormis les prélèvements sociaux. Et donc dans ce cas-là, seuls les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2% seront reversés au service des impôts. L'actionnaire, lui, percevra la différence entre 100 € et 17,20 €, il le percevra 82,80 € de dividendes nets. Par contre, charge à lui ensuite de déclarer les dividendes qu'il aura perçus sur sa déclaration d'impôt sur le revenu, les additionner évidemment avec tous les autres revenus de son foyer, et d'acquitter l'impôt sur ce revenu global. Et donc l'actionnaire a charge à lui donc de payer l'impôt sur le revenu en fonction après des revenus du foyer. Donc là on voit que l'impôt n'est plus directement versé au service des impôts. L'actionnaire touche une somme d'argent un peu plus importante. Par contre, ce sera à lui de déclarer et de payer l'impôt sur le revenu sur ses dividendes ou sur ses intérêts. Dans le cas où le contribuable aura exercé cette option, et attention, uniquement dans ce cas, puisque dans le premier cas où il y a le prélèvement à la source, il n'y a rien à déclarer. Donc dans le cas où le contribuable a opté pour avoir une plus grande somme d'argent, mais déclarer ses intérêts et ses dividendes à l'impôt sur le revenu, et bien dans ce cas-là, le revenu fiscal à déclarer sera le montant du revenu brut avant les prélèvements sociaux. Donc là, dans les cas qu'on a vu tout à l'heure, ce serait 100 €, le montant avant prélèvements sociaux. Le montant qui serait imposé,
donc qui serait retenu pour calculer l'impôt sur le revenu, ce sera le montant déclaré, 100 €, auquel, seulement si il s'agit de dividendes de PME françaises, eh bien, on enlèvera 40% de revenus déclarés. Sinon, dans tous les autres cas où il ne s'agirait pas de dividendes de PME françaises, eh bien, le revenu imposable, ce sera simplement le revenu déclaré. Donc, le revenu imposable, c'est le revenu déclaré par le contribuable, à savoir le revenu brut avant prélèvements sociaux, auquel on abat uniquement s'il s'agit de dividendes reçus de PME françaises, eh bien, auquel on abat 40% du revenu déclaré. En termes de calcul, c'est relativement simple. Le seul truc, c'est qu'il faut bien se repérer dans toutes les différentes options différentes options possibles. De manière technique, et pour ceux qui travailleront dans des sociétés qui verseront des dividendes, il faut savoir que les prélèvements sociaux, le montant des prélèvements sociaux est réglé à l'aide d'un formulaire dénommé 2777 avec les prélèvements sociaux au plus tard le 15 du mois suivant le mois de versement des dividendes. Vous versez des dividendes, enfin une société qui verserait des dividendes le 21 janvier, eh bien, devrait remplir ce formulaire au plus tard le 15 février et verser évidemment le montant des prélèvements et de l'impôt sur le revenu, eh bien, le 15 février. Les montants des dividendes versés à chaque actionnaire ainsi que le montant retenu à la source sont déclarés par la société distributrice tous les ans avant le 15 février de l'année suivante à l'aide d'un formulaire appelé 2561 ou imprimé fiscal unique. Ce document très important permet donc à l'administration fiscale de connaître pour chaque contribuable le montant des revenus mobiliers, des revenus des capitaux mobiliers, perçus par chacun. Donc c'est à chaque société, banque ou assurance d'envoyer au service d'impôt eh bien, la liste de tous les revenus distribués à chaque actionnaire nominativement, de sorte que l'administration fiscale connaisse eh bien, les montants perçus par chaque contribuable, en tout cas en termes de revenus de capitaux mobiliers. Bon, ça c'est un peu technique, c'est surtout pour... Là on se place plutôt du côté des sociétés qui versent des intérêts ou des dividendes. Alors, cas particulier. Focus sur un cas qui arrivera forcément lorsque vous détenez des valeurs mobilières. C'est le cas des plus ou moins-values. Déjà, entendons-nous bien sur la définition d'une plus-value ou d'une moins-value, pardon. Une plus-value, c'est la différence positive entre la valeur de vente et la valeur d'achat. Donc, vous achetez des actions 75 €, vous les vendez 100 €, eh bien, vous avez réalisé une plus-value. La plus-value, ce sera 100 € moins 75, 25 €. Dans ce cas-là, la plus-value, on peut considérer comme un revenu, puisque vous avez vendu des actions à un montant supérieur à votre valeur d'achat. Vous avez donc gagné 25 €, c'est donc un revenu. À l'inverse, une moins-value, si vous réalisez une moins-value, c'est la différence négative entre la valeur de vente et la valeur d'achat. Vous avez acheté des actions 75 €, vous les vendez 50 €, on comprend bien que vous avez perdu 25 €. Vous avez donc réalisé une moins-value de 25 €. Bon, donc voilà, là le cas des plus ou moins-values, c'est ce qu'on va rapidement voir là dans le cas présent. Alors, les plus-values sont intégrées dans le revenu global soumis à impôt sur le revenu. Donc, ils seront soumis à impôt sur le revenu, non pas avec un prélèvement forfaitaire comme on l'a vu pour les dividendes ou pour les intérêts, mais ils seront additionnés aux autres revenus du foyer pour bien calculer l'impôt sur le revenu. Cependant, il y a quand même une exception sur les actions notamment, sur les actions, c'est qu'il y a des abattements à appliquer. Donc, au bout de 2 années de détention, un abattement de 50% du montant de la plus-value est à appliquer. Ce pourcentage est porté à 65% après 8 années de détention. Également, à savoir, lorsqu'un contribuable détient des plans d'épargne en action, eh bien, les plus-values réalisées sur ces plans d'épargne en action sont abattues à 100% après 5 années de détention. C'est-à-dire que vous détenez des actions dans un plan d'épargne en action depuis plus de 5 ans. Si vous réalisez une plus-value, eh bien, la plus-value sera complètement exonérée d'impôt sur le revenu. Donc, les plus-values, dans ce cas-là, ne sont pas déclarées et ne seront pas imposées.
Deuxième sous-partie, donc dans la détermination des revenus du patrimoine. Donc là, nous venons de voir comment étaient déterminés les montants à déclarer à l'impôt sur le revenu et les montants imposés à l'impôt sur le revenu. Nous allons voir maintenant comment sont déterminés ces revenus pour les revenus fonciers. Les revenus fonciers, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit des revenus provenant d'un patrimoine immobilier. Alors, lorsque on parle de revenus de patrimoine immobilier, c'est principalement les loyers. Ce sont donc des revenus qui proviennent de locations ou de propriétés, qu'elles soient bâties, donc il y a un bâtiment, ou non bâties, donc typiquement un terrain, qu'ils soient détenus de manière directe ou de manière indirecte via une société civile, SCI, SCPI, que vous avez peut-être vu en droit, par la personne physique, donc détenus de manière directe ou indirecte par la personne physique. Attention, particularité, nous le verrons en TD, les locations meublées, c'est-à-dire les locations d'appartements avec des meubles à l'intérieur, ne sont pas concernés dans cette catégorie, car les revenus de ces locations sont imposés dans la catégorie des BIC qu'on a vu dans les revenus du travail précédemment. Donc attention à cette exception qui a vraiment toute son importance, on le verra plus tard. Comme dans beaucoup de catégories de revenus, eh bien ici il y a deux options possibles, donc deux régimes d'imposition possibles. Petit 1, le régime du microfoncier. Ce régime du microfoncier n'est possible que lorsque les loyers ne dépassent pas 15 000 € par an. Donc lorsque le contribuable ne perçoit pas plus de 15 000 € par an, il peut choisir ce régime-là. Deuxième option possible, le régime du réel normal. Ce régime du réel normal s'applique automatiquement si le contribuable perçoit plus de 15 000 € de loyer par an. Donc c'est automatique si vous avez plus de 15 000 € de loyer par an. Si vous avez moins, vous pouvez quand même opter pour ce régime sur option triennale, c'est-à-dire sur une option qui vous engage pendant 3 ans à déclarer au normal. Une fois que vous vous êtes engagé à faire du réel normal et que vous avez moins de 15 000 € de loyer, vous êtes engagé à faire ce régime pendant 3 années. Dans le régime du microfoncier, l'idée du régime microfoncier, c'est un peu comme le régime des micro-entrepreneurs, c'est vraiment le même principe, c'est que ce soit simple. En tout cas, simple à déclarer. Dans ce cas-là, le revenu fiscal à déclarer, lorsque vous êtes en microfoncier, donc que vous avez moins de 15 000 € de loyer par an, l'idée c'est que vous ne déclariez que le montant des loyers encaissés. Donc on comprend bien que c'est simple. Je loue mon appartement 200 € par mois, je perçois donc à la fin de l'année 2400 € de revenus, et je déclare simplement les 2400 € de loyer que j'ai perçu. Quel sera le montant imposable? Le montant imposable, ce sera le revenu que le contribuable aura déclaré, moins un abattement forfaitaire de 30%. Donc, vous avez un revenu imposable, un revenu fiscal déclaré de 2400 €, vous avez reçu 2400 € de loyer, le montant imposable, et ce sera 2400 moins 30% de 2400. Cela dans une idée de simplification. Alors, pourquoi on abat 30%? Parce que c'est un seuil fixé par l'administration fiscale qui représente les charges d'entretien du bien immobilier. Que vous ayez payé plus ou moins, peu importe, l'administration fiscale retiendra 30%. Ce qui peut être intéressant lorsque vous avez peu de charges, mais ce qui peut être assez défavorable pour le contribuable si le contribuable a des charges d'entretien qui s'élèvent à plus de 30%. Parce que dans ce cas-là, s'il a plus de 30% de charges, on comprend bien que son revenu réel serait inférieur au revenu qui serait imposé. Ce qui nous amène à l'option numéro 2, qui s'applique automatiquement si vous avez plus de 15 000 € de loyer par an, c'est le régime du réel normal. Le régime du réel normal, en fait, dans l'idée, c'est que c'est déjà plus complexe, évidemment, puisque c'est réel. Donc on va s'intéresser, en fait, on va essayer d'imposer, en tout cas le fisc va essayer d'imposer la somme réellement perçue par le contribuable. Vous avez vu tout à l'heure, dans le régime simplifié, le montant imposé, c'était les montants des loyers moins un abattement forfaitaire. Là, l'idée, c'est que ce qui sera imposé, ce sera le montant des loyers que vous avez perçus, moins les frais que vous avez réellement engagés pour entretenir le bien et pour récupérer vos loyers. Donc le revenu fiscal à déclarer, ce sera le montant des loyers encaissés, donc on parle bien encaissés, moins les dépenses payées liées au bien immobilier. Je précise bien ici le montant des loyers encaissés, c'est-à-dire le montant des loyers perçus. Si le locataire ne paye pas ses loyers, évidemment le montant des loyers non payés ne sera pas déclaré. Là on entend vraiment ce qui rentre dans le compte bancaire et ce qui sort du compte bancaire. On n'est pas
dans le cadre d'une comptabilité traditionnelle comme on a en BIC par exemple. Voilà. C'est vraiment uniquement ce que vous encaissez, un peu comme dans le régime des BNC. En revanche, ici, c'est le montant imposable, c'est simple, puisque le revenu imposable, c'est le revenu déclaré, c'est-à-dire le montant des loyers encaissés moins les dépenses liées au bien immobilier. Ce sera donc directement le montant imposable. Alors, quelles sont les dépenses que l'on peut déduire des revenus fonciers? Eh bien, ici, quelques exemples de dépenses qu'on développera évidemment en TD. Les frais d'entretien, donc par exemple, la chaudière fuit, vous avez fait venir un réparateur, évidemment, les dépenses de réparation seront déductibles des loyers. Les frais d'assurance, que ce soit les frais d'assurance pour couvrir les risques de dommages sur le bien immobilier ou que ce soit pour garantir les loyers. Les intérêts des emprunts, à savoir qu'en général, une personne va emprunter de l'argent pour pouvoir acheter un bien immobilier. Évidemment, quand une personne emprunte de l'argent, elle paye des intérêts à la banque. Eh bien, ces intérêts d'emprunt, évidemment, sont déductibles du revenu foncier. La taxe foncière, évidemment, est également déductible. Et enfin, particularité des revenus fonciers, c'est que le contribuable déduit 20 € de frais de gestion forfaitairement, c'est-à-dire par local. Donc si un propriétaire a 3 locales, 3 appartements, il pourra déduire 3 fois 20 € de frais de gestion forfaitaire, qui représentent en fait les frais, tous les petits frais qu'on évite de quantifier, à savoir par exemple, vous allez faire un courrier, vous avez donc le coût d'un timbre, le coût d'un crayon. Évidemment, vous n'allez pas vous amuser à dénombrer tous les timbres que vous avez fait. Et bien dans ce cas-là, l'administration fiscale vous dit vous pouvez déduire 20 € par local, plutôt que de faire des comptes d'apothicaire et déduire le timbre que vous avez envoyé, la mine de crayon que vous avez usée. Voilà. Ça, c'est vraiment dans une idée de simplifier, puisque ces dépenses-là sont très peu significatives. Deuxième façon de percevoir des revenus de ces propriétés immobilières, eh bien, c'est de réaliser des plus-values immobilières. Les plus-values immobilières, c'est comme on l'a vu tout à l'heure pour les plus-values immobilières, c'est lorsque vous vendez un bien immobilier à un prix supérieur au prix que vous l'avez acheté. Vous vendez un château à 1 million d'euros que vous l'avez acheté 750 000 €, eh bien, vous avez réalisé une plus-value immobilière de 250 000 €. Cette plus-value, évidemment, sera soumise à impôt. C'est jamais offert. Les revenus n'échappent généralement jamais aux impôts. Alors, par contre, les plus-values immobilières sont imposées de manière un peu à part. Donc, c'est pour ça qu'on ne le verra pas beaucoup. On ne le verra pas du tout, même en TD. Les plus-values immobilières ne sont pas imposées à l'impôt sur le revenu sur la déclaration d'impôt sur le revenu. À savoir, elles sont imposées de manière indépendante des autres revenus, en général chez le notaire, puisque c'est le notaire qui va calculer la plus-value et qui va prélever directement, un peu comme un prélèvement à la source, qui va prélever directement l'impôt et le reverser au service des impôts. Donc, les plus-values immobilières ne sont pas déclarées sur sa déclaration d'impôt sur le revenu et ne sont pas imposées de manière traditionnelle. Pour information, donc la plus-value brute, qui va servir de base de calcul, eh bien c'est le prix de vente, le prix de cession, diminuer des frais supportés par le vendeur, par exemple les frais d'agence immobilières, par exemple, auquel évidemment on va enlever le prix d'achat du bien immobilier, auquel on va enlever les droits de mutation payés lors de l'achat, auquel on va enlever les frais d'acquisition, si vous avez engagé des frais pour acquérir le bien, donc ce sera soit le montant réel, et s'il n'y a pas de montant justifié, ce sera un forfait de 7,5%, et moins les dépenses de rénovation, si vous pouvez les justifier. Si vous ne pouvez pas les justifier avec une facture, eh bien ce sera un forfait de 15% si l'immeuble est acquis depuis plus de 5 ans. Cette plus-value brute va servir à calculer la plus-value nette. La plus-value nette, c'est la plus-value brute, c'est-à-dire ce qu'on vient de voir juste avant, auquel on enlève 6% pour chaque année de détention au-delà de la 6e année. Donc vous avez au-delà de la 6e année. Donc si vous détenez votre bien immobilier pendant 6 ans, vous avez droit à un abattement de 6%. Si vous détenez votre bien immobilier pendant 7 ans, vous aurez droit à un abattement de 6% x 2, et bien 12%. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous avez une plus-value un abattement qui augmente de 6% chaque année, ce qui fait que plus vous détenez longtemps un bien immobilier, moins la plus-value sera imposée.
Et pour la 22e année, l'abattement sera de 4%, de sorte à arriver au bout de la 22e année à une plus-value complètement exonérée. Vous détenez un immeuble au bout de pendant 22 ans, lorsque vous le revendez, eh bien, si vous réalisez une plus-value, cette plus-value sera complètement exonérée d'impôt sur le revenu, ce qui, évidemment, est une très bonne affaire fiscalement parlant. Alors maintenant, dans le cas où la plus-value nette il y aurait un montant de plus-value nette, c'est-à-dire un montant imposable, hein, c'est-à-dire avant 22 ans de possession, eh bien si vous revendez votre bien immobilier avant la 22e année de possession, vous avez donc une plus-value nette qui sera positive. Cette plus-value nette, comment elle est imposée? Eh bien, elle sera imposée en appliquant un taux d'imposition de 19%. Donc vous avez une plus-value nette, admettons, de 100 000 euros, eh bien, vous aurez un impôt sur les plus-values de 19 000 euros. Ces 19 000 euros étant directement récupérés sur le prix de vente par le notaire, et le notaire le reverse directement, au service des impôts. C'est pour ça que souvent on dit que les frais de notaire sont très élevés, mais en fait ce ne sont pas que des frais de notaire. En général, c'est surtout l'impôt qui est prélevé par le notaire. Donc faites attention à l'abus de langage quand vous dites frais de notaire. C'est pas l'argent pris par le notaire ne va pas dans sa poche. Hein. L'argent pris par le notaire va au service des impôts. Maintenant que nous avons achevé cette parenthèse dans les revenus fonciers, qui sont donc les plus-values immobilières, nous arrivons à la fin de la détermination des revenus imposables. Donc nous avons vu les revenus du travail, les revenus des placements, qu'ils soient financiers ou mobiliers. Et donc, maintenant qu'on a vu comment on déterminait les revenus à déclarer et quels étaient les montants imposables, nous allons maintenant rentrer dans le cœur du caractère, si on peut dire, dans le cœur du travail. Donc, de voir la partie 4, l'établissement et le paiement de l'impôt sur le revenu. Donc, comment est calculé l'impôt sur le revenu? Nous allons tout d'abord commencer par le revenu net imposable. C'est la première sous-partie. La première grande étape va être, donc, première sous-partie, de déterminer le revenu net imposable. D'accord? Donc l'idée, ça va être de connaître l'assiette de calcul de l'impôt, qui est donc le revenu net imposable. Pour cela, il va y avoir deux sous-étapes, qui va être d'une part la détermination du revenu net global, et deuxième étape, la détermination du revenu net imposable. Quelle est la différence entre les deux? C'est ce que nous allons voir tout de suite. La détermination du revenu net global, eh bien, de quoi s'agit-il? Il s'agit simplement de l'addition de tous les revenus imposables de toutes les catégories de revenus que nous avons vus précédemment. Donc on additionne tous les revenus de différentes catégories de tous les membres du foyer, on les additionne et on obtient la somme des revenus nets catégoriels. Donc on va prendre, admettons, le salaire de monsieur, le revenu d'indépendant, donc bénéfice industriel et commercial de madame. On va prendre les revenus fonciers de monsieur, les revenus de capitaux mobiliers de madame, qui n'ont pas été soumis au prélèvement forfaitaire unique. On les additionne tous ensemble et on obtient la somme des revenus nets catégoriels du foyer. C'est l'addition de tous les revenus soumis à impôt sur le revenu du foyer et de toutes les catégories de revenus possibles. On fait cette addition-là et on va déduire de cette somme les charges possiblement déductibles du revenu global. Donc on va enlever un certain nombre de charges qu'on peut soustraire au revenu global. De quoi parle-t-on? Eh bien, commençons par le plus simple à comprendre. Eh bien, par exemple, des pensions alimentaires qui auraient été versées à un ex-conjoint ou une ex-conjointe ou à ses enfants suite à des décisions de justice. Eh bien, ces pensions alimentaires qui ont été versées vont diminuer le revenu net global du foyer. On peut également parler de la CSG déductible payée au cours de l'année sur les revenus du patrimoine. Hein. Ça, donc la CSG qui est payée sur les revenus du patrimoine sont déductibles pour l'impôt de l'année. Enfin, d'autres exemples, hein, par exemple les cotisations qui sont versées sur un plan d'épargne retraite, limité par plafond, hein, donc on ne peut pas déduire un montant illimité, hein, bien sûr, mais lorsque le contribuable va verser des cotisations sur un plan d'épargne retraite, eh bien, le montant de ces cotisations vient diminuer son revenu net global.
Pour rappel, juste pour rappel, puisqu'on l'a vu il y a quelques minutes, hein, je rappelle, hein, les plus-values immobilières et les plus-values professionnelles ne rentrent pas dans les revenus nets catégoriels, car ils sont imposés à un taux fixe, comme on l'a vu par exemple tout à l'heure chez le notaire, pour les plus-values immobilières. Donc, ces revenus-là ne s'additionnent pas avec les autres. Hein. Donc, on additionne tous les revenus sauf les plus-values immobilières et professionnelles. Autre chose, certains déficits de catégorie. Donc, lorsque vous perdez de l'argent, vous avez une activité indépendante ou vous avez un bien immobilier que vous mettez en location et que vous perdez de l'argent, vous n'en gagnez pas, vous perdez de l'argent, les déficits catégoriels, donc les déficits de ces revenus, ne peuvent être imputés sur les autres revenus catégoriels. Donc, on ne pourra pas déduire un déficit d'une profession indépendante sur les salaires de madame, par exemple. Donc, si monsieur a une activité indépendante qui est déficitaire, qui perd de l'argent, ça ne viendra pas diminuer le revenu net global, ça ne viendra pas diminuer le salaire de madame si elle perçoit un salaire, par exemple. Donc, on ne pourra pas compenser des déficits de BIC ou de revenus immobiliers avec des salaires, avec les salaires. Donc, ça ne pourra pas diminuer. Ça ne pourra diminuer que les éventuels bénéfices ultérieurs. Donc un déficit d'un BIC ou d'un BNC ne pourra diminuer qu'un futur bénéfice et ne pourra pas diminuer le revenu global d'un foyer au cours d'une année, ce qui est un petit peu, on peut le dire, un petit peu injuste. Une fois qu'on a déterminé le revenu net global, on passe à la détermination du revenu net imposable. Le revenu net imposable, c'est la suite, on va dire, si on peut dire logique. On part du revenu net global, ce qu'on vient de calculer, et on va enlever un certain nombre d'abattements. Ces abattements, quels sont-ils? Eh bien, ces abattements vont bénéficier à une certaine catégorie de personnes, par exemple les personnes âgées ou invalides. Dans ces cas-là, l'abattement va être d'un montant de 2 441 € si le revenu est inférieur à 15 300. L'abattement va être de 1 221 € si le revenu est supérieur à 15 300 et inférieur à 24 140 €. Par ailleurs, l'abattement peut bénéficier également au foyer qui rattache un enfant majeur, marié ou pacsé de moins de 21 ans. Vous voyez, c'est quand même ou 25 ans si la personne est en études. Donc, cas extrêmement particulier. Hein. Dans ce cas-là, l'abattement va être de 5 947 €. Il en demeure donc, vous voyez que ces abattements sont quand même réservés à des cas relativement spécifiques. On peut s'y retrouver, mais voilà, ce sera relativement rare. Donc, le revenu net imposable va être calculé finalement de la manière suivante. On fait l'addition de tous les revenus, de toutes les catégories, de tous les membres du foyer, auxquels on enlève certaines charges déductibles, charges globales du foyer, comme les pensions alimentaires versées, les versements à des plans d'épargne retraite, ou la CSG déductible sur les revenus fonciers ou les revenus de capital mobilier. On enlève ensuite un certain nombre d'abattements, donc les abattements pour les personnes âgées ou invalides, ou les abattements pour rattachement d'enfants majeurs. On obtient donc le revenu net imposable. Maintenant, ce revenu net imposable va servir à l'étape suivante, évidemment, qui va être le calcul de l'impôt, étape numéro 2. Donc on conserve dans un coin de la tête ce revenu net imposable qui va nous servir au calcul de l'impôt. Le calcul de l'impôt s'effectue lui en 4 étapes différentes. Première des choses, il faut déterminer le quotient familial du foyer fiscal. Donc première étape, on va voir ce que c'est évidemment, c'est déterminer le quotient familial du foyer fiscal. Deuxième étape, ça va être de calculer l'impôt brut. Troisième étape, ça va être de calculer ce qu'on appelle le plafonnement du quotient familial, qui est l'étape la plus délicate à comprendre à votre niveau. Vous allez voir, c'est l'étape la plus technique qu'il faut vraiment bien appréhender. Et enfin, dernière étape, on applique les éventuels, je dis bien éventuels, c'est-à-dire si on n'a pas, on ne le fera pas évidemment, mais s'il y en a, il faudra appliquer les crédits et réductions d'impôts qui viendront donc diminuer le montant d'impôt à payer. Étape numéro 1, déterminer le quotient familial. Le quotient familial, ce que c'est, alors déjà, c'est un dispositif qui permet d'atténuer l'impôt sur le revenu en fonction de la situation personnelle du foyer, c'est-à-dire en fonction du nombre et de la qualité des personnes à charge du foyer. Derrière cette définition un peu littéraire
se cache en fait tout simplement l'idée que plus un foyer fiscal a d'occupants, enfin plus le foyer fiscal est grand, donc plus il y a de personnes qui constituent le foyer fiscal, plus l'impôt sera faible. L'idée en fait est que lorsque vous avez des enfants, plus vous avez d'enfants, évidemment plus le coût de la vie pour vous est cher, et donc plus votre impôt sur le revenu va être minoré. D'accord? Donc l'idée évidemment derrière ce concept, c'est de favoriser un peu la natalité en encourageant, les couples à faire des enfants, en leur disant, bah voilà, vous avez des enfants, mais vous aurez une sorte d'économie fiscale à avoir des enfants. Il y a également le quotient familial va être également impacté par la qualité des personnes à charge du foyer, mais attention, quand on entend qualité, c'est plutôt qualité, par exemple situation de handicap. Si vous avez des personnes handicapées au sein du foyer fiscal, eh bien votre impôt sera minoré également grâce à ce mécanisme. Donc l'idée c'est plus vous avez d'enfants et si vous avez des personnes à charge, enfin des personnes handicapées ou des situations difficiles, comme on va le voir après, eh bien votre impôt sera minoré du fait de cette situation. Et on va voir justement quelles sont ces situations. Donc comment se calcule le quotient familial? À savoir que le quotient familial, c'est un nombre qui sera compris entre 1 et, on va dire, l'infini, même si l'infini, il n'y aura pas l'infini, mais voilà, c'est un nombre qui sera supérieur à 1. Ce quotient familial se calcule de la manière suivante. Déjà, lorsque le foyer fiscal est composé d'une personne célibataire, eh bien la personne célibataire compte pour une part. Donc une personne célibataire, c'est une part. Lorsque le foyer fiscal est constitué d'un couple, eh bien le couple va compter pour 2 parts. Bon, jusque-là, je pense que instinctivement, on peut facilement comprendre s'il n'y a pas de problème. Alors, par contre, juste subtilité, quand on dit couple, j'entends bien couple marié ou couple pacsé. C'est vraiment des couples unis légalement, il ne s'agit pas de concubins. Les concubins qui ne sont pas mariés ni pacsés, les concubins, ce sont des personnes qui vivent ensemble sans contrat civil. Eh bien, ces personnes-là ne constituent pas un couple fiscalement parlant. Il y aura 2 célibataires qui composeront 2 foyers fiscaux séparés. Là, si vous êtes un couple marié, si vous avez un couple marié ou pacsé, eh bien, ce couple compose un foyer fiscal qui sera initialement composé de 2 parts. Si le foyer fiscal a des enfants, compte des enfants dans son foyer, eh bien, chaque premier enfant, les 2 premiers enfants vont compter chacun pour une demi-part. Donc, le premier enfant va valoir une demi-part, le deuxième enfant vaudra une demi-part également. Par contre, à partir du 3e enfant, chaque enfant va compter pour une part. Donc les 2 premiers enfants valent une demi-part chacun. À partir du 3e enfant, chaque enfant supplémentaire vaudra une part de plus. Donc vous voyez, plus vous avez d'enfants, plus le quotient familial, le nombre du quotient familial va être important. Maintenant qu'on a vu le nombre de personnes qui constituent le foyer fiscal, voyons maintenant la qualité des personnes qui constituent le foyer fiscal. Les cas où le foyer fiscal peut obtenir des majorations du fait de la qualité de ses membres. Eh bien, évidemment, ce sont des situations généralement difficiles, puisque dans le cas présent, lorsque vous avez par exemple une personne handicapée au sein du foyer fiscal, eh bien, une demi-part supplémentaire sera attribuée pour chaque personne handicapée composant le foyer. Donc, vous avez une personne handicapée, vous avez un bonus, si on peut dire, de 0,5. Vous avez 2 personnes handicapées dans votre foyer, eh bien, vous aurez 2 bonus de 0,5. Soit 0,5 plus 0,5, 1. Également le cas pour les personnes célibataires qui élèvent seules des enfants, un ou des enfants. Donc typiquement le cas de mère ou père célibataire. Dans ce cas-là, une demi-part supplémentaire sera attribuée pour ces foyers fiscaux constitués d'un célibataire élevant des enfants seuls. Cette demi-part supplémentaire sera conservée également lorsque le dernier enfant sera parti. Donc il y a quand même un bonus qui va perdurer un certain temps. Autre cas, le cas où bien vous avez une personne veuve ou veuf. Pour rappel, quand on est veuve ou veuf, c'est qu'on a perdu son conjoint, le conjoint est décédé. Donc dans ce cas-là, vous êtes veuve ou veuf. Et bien dans ce cas-là, une part supplémentaire est attribuée si notamment le veuf ou la veuve a des enfants à charge, un ou des enfants à charge.
Donc si on prend des exemples simples, hein, un couple avec 3 enfants, eh bien ce sera 1 plus 1 le couple, donc 2. Le premier enfant 0,5, le deuxième enfant 0,5. À partir du troisième enfant 1, eh bien le quotient familial de ce foyer sera 4. Un couple avec 3 enfants dont un handicapé, eh bien ce sera la même chose avec un bonus de 0,5 du fait du handicap d'un des enfants. Donc on aura ici un quotient familial à 4,5. Voilà, c'est relativement simple et intuitif à comprendre, il me semble. Étape numéro 2, on va calculer l'impôt brut après avoir calculé donc le revenu net imposable et le quotient familial. Donc on va calculer un premier montant d'impôt sur le revenu, IR1, dont on verra les détails en TD. On va calculer ce montant en divisant tout d'abord le revenu net imposable qu'on a calculé en tout début par le nombre de parts du quotient familial du foyer, donc le quotient familial qu'on a trouvé dans l'étape numéro 1, et on appliquera le barème suivant, donc que vous avez sous les yeux. Je ne vous demande pas de l'apprendre, vous l'aurez évidemment sous les yeux, et qui plus est, on le calculera avec une formule rapide pendant les TD. Donc vraiment, c'est à titre d'illustration et de compréhension. Comprenez bien d'ailleurs ici que vous voyez le barème, il est progressif. Donc plus vous avez des revenus importants, plus le taux d'imposition est important. Comment ça fonctionne? Eh bien, jusqu'à 10 000 euros de revenus, 10 084 euros pour être précis, le taux d'imposition est de 0%. Donc, si vous gagnez moins de 10 000 euros de revenus, eh bien, vous ne serez pas imposé. Si vous avez des revenus supérieurs à 10 085 euros, eh bien, vos 10 084 premiers euros de revenus ne sont pas imposés, et tous vos revenus situés au-dessus de 10 085 euros et inférieurs à 25 710 seront imposés à 11%. Si vous avez des revenus supérieurs à 25 711 euros, eh bien, une partie de vos revenus sera imposée à 0%, une partie sera imposée à 11%, et les revenus au-delà de 25 711 seront imposés à 30%. Donc vous voyez, vos revenus sont saucissonnés, donc on les coupe en tranches, et chaque tranche est imposée à un taux différent. Comment ça fonctionne dans les faits? Eh bien, prenons un petit exemple. Attention, un exemple illustratif, on verra. On ne le calculera pas de la même manière en TD, mais c'est vraiment juste pour que vous compreniez le système de saucissonnage. On a ici un foyer fiscal constitué de 4 parts ayant 80 000 euros de revenus. Donc ici, si on fait ce qu'on a dit, on divise 80 000 euros divisé par 4, on a donc 20 000 euros de revenus par part du quotient familial. Donc 20 000 euros de revenus par part. PRT. De 0 à 10 084 euros, eh bien, ces revenus seront taxés à 0%, donc il y a 0 euros d'imposition sur les 10 084 premiers euros de revenus. Pour les revenus situés entre 20 000 et 10 084, eh bien, le taux d'imposition sera de 11%. Donc, 20 000 moins 10 084 euros fois 11% égale 1 091 euros. Donc, on aura une imposition de 1 091 euros sur les revenus situés entre 20 000 et 10 084 euros. L'impôt sur le revenu, IR1, ici, sera de 0 euros plus 1 091 euros, c'est-à-dire 1 091 euros. En voyant rapidement ce schéma, on comprend que plus le quotient familial est élevé, plus les revenus imposables seraient faibles. Et donc, plus l'impôt serait faible. Eh bien, et c'est là qu'est la principale difficulté dans le calcul de l'impôt, eh bien, cet avantage procuré par le quotient familial va entraîner une limitation. Cette limitation nous amène à l'étape numéro 3, qui est le plafonnement du quotient familial, qui nous indique que la diminution d'impôt réalisée grâce au quotient familial ne peut être supérieure, donc est plafonnée, à 1 567 euros par demi-part supplémentaire par rapport au chef de famille, si on peut dire. Pour appliquer ce plafond, on va calculer une deuxième fois un impôt sur le revenu, qu'on va appeler IR2, sur 2 parts pour les foyers qui sont liés par un mariage ou par un PACS, ou dans le cas où vous êtes un célibataire, divorcé ou un veuf, eh bien dans ce cas-là, l'IR2 sera calculé sur la base de une part de quotient familial. Cet exemple, on va le reprendre, justement, on va suivre l'exemple que nous avions commencé, un foyer fiscal constitué de 4 parts, ayant 80 000 euros de revenus. Tout à l'heure, nous avons vu, on avait calculé l'impôt sur le revenu en divisant 80 000 euros divisé par 4, comme 4 parts du revenu. Ici, on va calculer IR2 en
déjà en prenant le 80 000 euros, en ne prenant que les parts du couple, c'est-à-dire 2. Donc le revenu pour le couple est de 40 000 euros. Calculons donc l'impôt sur le revenu IR2 sur la base de 40 000 euros par part. Donc si on fait le calcul, de 0 à 10 084 euros, et merde. Reprenons l'exemple que nous avons laissé tout à l'heure, le foyer fiscal qui est constitué de 4 parts avec 80 000 euros de revenus. Tout à l'heure, donc, on avait calculé l'impôt sur le revenu en divisant le revenu net imposable par 4, le nombre de parts du foyer. Ici, pour calculer l'impôt sur le revenu IR2, on va prendre le revenu net imposable qu'on va diviser par uniquement les chefs de famille, c'est-à-dire le couple, et donc 2 parts. Donc ici, le revenu qui va nous servir de base de calcul, ce sera 80 000 euros divisé par 2, soit 40 000 euros. On calcule un impôt sur cette base-là, tranche par tranche, donc de 0 à 10 084 euros, 0 euros d'impôt, taux d'imposition 0%. Pour les revenus situés entre 25 710 et 10 084 euros, eh bien, on va appliquer le taux à 11%, on obtiendra donc 1 719 euros. Et pour les revenus situés entre 40 000 et 25 711 euros, eh bien, on calculera un taux d'imposition à 30%. Ici, on aura donc un impôt à 4 287 euros sur cette tranche-là. L'impôt sur le revenu total, ici, sera donc de 1 719 euros, l'impôt pour la première tranche, plus 4 287 euros, l'impôt sur cette tranche-ci. Ça fait un impôt sur le revenu total de 6 006 euros. Vous voyez, l'idée, c'est que vous calculé votre impôt sur le revenu comme si vous n'aviez pas d'enfant. Donc mécaniquement, si on enlève le mécanisme de quotient familial, votre impôt sur le revenu est supérieur à votre impôt sur le revenu avec les enfants, ce qui est logique. Petite remarque au passage, vous voyez que lorsque vous dépassez ne serait-ce que d'1 euro, une tranche, donc ici, lorsque vous dépassez 25 710 euros de revenus, vous voyez que les derniers euros de revenus sont imposés à 30% et non plus à 11%. Donc vous voyez qu'il y a des effets paliers très importants. Lorsque vous dépassez un certain montant de revenus, les revenus suivants sont imposés à 30%. Et encore, lorsque vous dépassez cette tranche-là, vos revenus sont imposés à 40%. Donc d'où, méfiez-vous, évidemment, quand on dit oui, augmenter les impôts, c'est pour les plus riches, oui, c'est effectivement, sur le papier, on dit oui, c'est normal que les plus riches payent, mais attention, il y a un effet boomerang derrière, du fait que, au final, certaines personnes peuvent jouer sur leurs revenus, notamment les indépendants, et se dire, oui, mais en fait, moi, ça me sert à rien de gagner plus, puisque si je gagne 1 euro de plus, et cet euro de plus sera taxé à 40-45%. Il y a beaucoup de personnes pour qui vous gagnez 1 euro de plus, vous n'en percevez que la moitié, c'est pas hyper motivant. Donc, c'est pour ça qu'il arrive très souvent que des personnes finalement ne cherchent pas à gagner plus du fait des taux d'imposition trop élevés, ce qui peut avoir des effets pervers. Si je peux donner un exemple qui peut être assez parlant, c'est qu'aujourd'hui vous trouverez très peu de médecins qui travailleront qui travailleront autant que les générations d'avant. Pourquoi ? Parce que le raisonnement que vont avoir ces personnes-là va être de dire, oui, moi je vais pas travailler 70 heures par semaine, sachant que je vais être imposé à 45%, et sans compter les charges sociales qui s'élèvent elles à 40%. Au final, je travaille pour rien. Et donc vous avez cet effet pervers de personnes qui gagnent bien leur vie, mais qui finalement ne vont pas travailler plus, sachant que derrière ils ne percevront quasiment aucun revenu supplémentaire. Et je parle bien sûr des médecins parce que moi je le vois, c'est effectivement quelque chose qui est ultra fréquent dans ce type de profession, qui pourtant est extrêmement nécessaire au bien commun. Voilà, parenthèse refermée. Donc maintenant qu'on a calculé IR2, donc l'impôt sur le revenu sans les enfants, eh bien on compare, on va mettre en évidence l'économie d'impôt réalisée grâce aux demi-parts supplémentaires. Ici, votre impôt sur le revenu sans enfants moins l'impôt sur le revenu avec prise en compte de tous les enfants, eh bien c'est 6 006 euros, le montant que nous venons de calculer, moins 1 091 euros, montant qu'on avait calculé précédemment. L'économie d'impôt réalisée est donc de 4 915 euros. Grâce aux 4 parts, grâce aux 2 parts supplémentaires des enfants, eh bien on obtient une économie d'impôt de 4 915 euros, ce qui est effectivement non négligeable.
Maintenant, est-ce que cette réduction d'impôt rentre dans les clous? Est-ce qu'on est bien en dessous de ce qui est autorisé par la loi? Donc, on va comparer cette économie d'impôt, 4 915 € au plafond qui est de 1567 €, 1567 € multiplié par le nombre de demi-parts supplémentaires. Donc ici, on a 4 demi-parts supplémentaires. Attention, hein, 4 ici représente le nombre de demi-parts entre 2, le couple, et 4, le quotient familial du foyer. Donc le nombre de demi-parts entre 2 et 4, il y a 4 demi-parts entre 2 et 4. Donc ici, le plafond est de 4 fois 1567 €, c'est-à-dire 6268. L'économie d'impôt est donc bien inférieure à ce plafond, 6268 €. Donc, l'impôt sur le revenu qui sera définitif sera IR1, 1091 €. On a l'impôt sur le revenu de 1091 € permet d'économiser 4 915 € grâce au quotient familial. Ces 4 915 €, ça rentre dans les clous, donc on peut bien appliquer cette réduction. Que se serait-il passé, par contre, si la réduction d'impôt était supérieure au plafond? Donc, si on compare l'économie d'impôt, donc l'économie d'impôt ici présent, si cette économie d'impôt est inférieure à 1567 € multiplié par le nombre de demi-parts supplémentaires, dans ce cas-là, il n'y aura pas de bonification. L'impôt sur le revenu du foyer sera bien IR1 qu'on a calculé en étape 2. Donc, si la réduction d'impôt réalisée grâce au quotient familial est inférieure à 1567 multiplié par le nombre de demi-parts supplémentaires, pas de modification, l'impôt sur le revenu à payer sera IR1. Ok, ça ok. Par contre, si l'économie d'impôt réalisée grâce au quotient familial est supérieure à 1567 € multiplié par le nombre de demi-parts supplémentaires, dans ce cas-là, attention, l'impôt sera rectifié. Donc l'impôt ne sera pas IR1. L'impôt sera donc IR2, donc l'impôt sur le revenu sans prendre en compte le quotient familial, auquel on appliquera la réduction maximale autorisée, qui est donc de 1567 € multiplié par le nombre de demi-parts supplémentaires. Ce qu'on vient de voir juste ici. Hein. Donc on prendra l'impôt sur le revenu sans enfant, sans qualité non plus de handicap, etc., auquel on enlèvera le montant maximum autorisé de réduction, qui est donc de 1567 € fois le nombre de demi-parts supplémentaires du foyer. Une fois qu'on a déterminé donc l'impôt sur le revenu, hein, donc soit IR1, soit IR2 moins 1567, fois le nombre de demi-parts supplémentaires, eh bien, on va passer à la quatrième étape. La quatrième étape qui est l'application des crédits et réductions d'impôt. Donc, vous avez un impôt sur le revenu dû, mais vous avez droit à un certain nombre de crédits et réductions d'impôt. Eh bien, l'impôt sur le revenu à payer sera l'impôt sur le revenu calculé moins les réductions et crédits d'impôt auxquels vous pouvez prétendre. Les réductions d'impôt permettent de réduire l'impôt sur le revenu à hauteur maximum du montant d'impôt dû. Donc, il y a deux types de choses, les crédits et réductions d'impôt qui ne sont pas tout à fait pareils. Les réductions d'impôt, c'est une réduction de l'impôt, mais qui se limite au montant de l'impôt. C'est-à-dire que vous avez 1000 € d'impôt, vous avez 1500 € de réduction d'impôt, eh bien, votre impôt sera égal à 0 et vous n'aurez pas le droit au remboursement du supplément de réduction d'impôt. Les principales réductions d'impôt que vous pourrez avoir, ce sont les dons pour les organismes d'intérêt général ou reconnus d'utilité publique, par exemple Restaurant du Cœur, Fondation pour la recherche contre le cancer, etc. Donc ces dons-là vont ouvrir droit à une réduction d'impôt de 66% des sommes versées. Attention, limitée à 20% du revenu imposable. Bon, c'est quand même rare qu'on donne à des organismes plus de 20% de son revenu imposable, mais bon, sachez qu'il y a une limite quand même. Donc, lorsque vous versez 100 € à une association d'utilité publique, eh bien, vous avez droit à une réduction de 66 €, une réduction d'impôt de 66 €. Si vous employez des personnes à domicile, par exemple babysitters, femmes de ménage ou hommes de ménage, eh bien, vous avez droit à une réduction d'impôt de 50% des dépenses. Attention, les dépenses sont plafonnées à 12 000 € par an, majorées par tranche de 1500 € par personne à charge jusqu'à arriver à un plafond maximum de 15 000 €. Lorsque vous souscrivez à des capitales de PME, vous avez droit à une réduction de 18% des sommes investies. Bon, ça c'est pour vous donner des exemples de réduction d'impôt. Réduction très importante qu'il ne faudra pas oublier également, c'est les frais de scolarisation des enfants à charge. Chaque enfant à charge d'un foyer fiscal ouvre droit à une réduction d'impôt à hauteur de 61 € pour un enfant étudiant au collège,
à hauteur de 153 € pour un enfant étudiant au lycée et à hauteur de 183 € pour un enfant en enseignement supérieur. Donc vous-même, dans votre foyer fiscal, vous permettez d'avoir une réduction d'impôt de 183 €, évidemment, sous réserve de ne pas oublier de le déclarer, bien sûr. Deuxième type d'éléments qui permettent de réduire l'impôt, ce sont les crédits d'impôt. Attention, le crédit d'impôt, c'est pas tout à fait pareil que les réductions d'impôt. Pourquoi ? Parce que les crédits d'impôt vont certes évidemment réduire l'impôt sur le revenu, mais si le crédit d'impôt est supérieur au montant d'impôt sur le revenu dû, donc vous avez plus de crédit d'impôt que d'impôt à payer, et bien dans ce cas-là, il y a une différence, c'est que le crédit d'impôt est remboursable si donc le crédit d'impôt dépasse le montant d'impôt sur le revenu qui était dû. Donc, et vous avez 1 500 € de crédit d'impôt sur un impôt sur le revenu de 1 000 €, vous avez donc 500 € de plus de crédit d'impôt, et bien ces 500 € vous seront remboursés. Contrairement à la réduction d'impôt, où là, même si vous avez plus de réduction d'impôt que d'impôt, vous ne serez pas remboursé. Les principaux crédits sont, par exemple, les crédits d'impôt pour frais de garde de jeunes enfants. Vous avez droit donc ainsi à 50% de crédit d'impôt sur les sommes que vous avez versées pour faire garder vos enfants, dans la limite de 2 300 €, soit une limite de crédit de 1 150 €. Vous avez également des crédits type dépenses d'amélioration énergétique, 30% des dépenses limitées à 8 000 € pour les célibataires, 16 000 € pour un couple. Les crédits d'impôt pour cotisations syndicales, 66% des cotisations annuelles versées à des syndicats, limitées évidemment à 1% du revenu brut imposable, dans la catégorie des salaires, pensions et rentes. Dernier point donc à voir, le paiement de l'impôt. Alors, le paiement de l'impôt, il est un peu complexe. Donc, on ne va pas s'épancher plus sur la manière de déterminer comment le paiement de l'impôt, mais vous devez quand même connaître les principes qui sont quand même importants. J'ai envie de dire que dans un monde simple, le paiement de l'impôt aura lieu après le calcul de l'impôt. Donc, vous percevez des revenus au cours d'une année, théoriquement, comme on l'a vu en début de séance, hein, vous auriez à payer votre impôt au moment où vous calculez votre impôt. Eh bien non, ce principe n'est pas aussi simple. Pourquoi ? Parce que l'État va dire, mais attendez, vous percevez des revenus tout au long de l'année et vous allez me payer l'impôt qu'en fin d'année suivante. Ça, moi, ça ne va pas. Donc l'État a mis en place un système de prélèvement à la source qui va permettre en fait de récupérer de l'argent tout au long de l'année pour les impôts. Donc tout au long de l'année, le service des impôts va, en même temps que vous percevrez vos revenus, va prélever une partie de ces revenus pour prévoir l'impôt sur le revenu que vous aurez à payer, que vous aurez calculé l'année suivante, et que vous aurez à payer l'année suivante. Donc tout au long de l'année, le service d'impôt va prélever des sommes en prévision de l'impôt définitif calculé. C'est ce qu'on appelle le prélèvement à la source. Donc rapidement Alors, ce prélèvement à la source, comment va-t-il s'opérer ? Eh bien, selon les types de revenus, ça ne va pas être prélevé de la même manière. Pour faire simple, il y aura deux façons de prélever de payer le prélèvement à la source. Si vous êtes, pour les revenus dans des catégories suivantes, traitement, salaire, pension de retraite, rémunération des dirigeants de société, assimilés salariés, eh bien, ce sera simple, ce sera la société ou l'organisme qui verse ces revenus-là qui va payer la retenue à la source au service des impôts. Donc, votre employeur, si vous êtes salarié, va vous verser une somme d'argent, évidemment votre salaire, et va envoyer directement une partie de votre salaire au service des impôts pour payer votre impôt sur le revenu futur. Donc ça, c'est le prélèvement à la source pur et dur. Maintenant, pour tous les autres revenus qui ne sont pas forcément versés par une personne bien identifiée, par exemple des clients. Si les clients peuvent verser des rémunérations, on ne peut pas leur demander de verser un prélèvement à la source d'emblée, c'est impossible. Donc pour ces types de revenus, donc que ce soit les bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, revenus fonciers, mais également pour les pensions alimentaires, les rentes viagères, les revenus salariaux des étrangers ou les revenus des travailleurs non salariés, c'est-à-dire gérants de sociétés non salariés. Et bien dans ce cas-là, le prélèvement à la source sera payé de la manière suivante, ce sera simplement des acomptes mensuels ou trimestriels prélevés directement sur le compte du contribuable. Donc, tous les mois ou tous les trimestres, le contribuable, la personne qui est redevable de l'impôt, sera prélevé sur son compte bancaire d'une somme prévisionnelle d'un acompte
en prévision de l'impôt sur le revenu qu'il va payer. Ces acomptes-là, en l'occurrence, sont modulables par le contribuable. Je ne rentre pas trop dans les détails parce qu'effectivement, ça nécessitera une trop grande complexité et on n'ira pas plus en profondeur sur cet aspect-là de l'impôt sur le revenu. À mon sens, le calcul est déjà suffisamment compliqué comme ça. Donc voilà, on a fini ces amphis. Donc maintenant, nous avons 6 séances de TD dont on va voir le déroulement. Le déroulement va être, on verra comment ça va se passer exactement, puisque à l'heure actuelle, nous ne sommes pas vraiment sûrs de la façon dont vont se dérouler ces TD. Donc pour l'instant, il est prévu des expérimentations présentielles, mais je pense que la plupart du temps, ce seront des TD en distanciel. Donc, nous verrons dans les TD, nous approfondirons tous ces aspects, donc notamment le calcul des revenus à déclarer et des revenus imposables, et ainsi que le calcul de l'impôt sur le revenu que nous allons balayer tout au long des 6 séances que nous aurons ensemble. À savoir que comme la dernière fois, la 6e séance sera consacrée évidemment à une révision globale en prévision du DS de fin de semestre. Donc je vous dis à une prochaine, en espérant que tout soit en présentiel et en espérant vous revoir tous à l'IUT, mais bon, je crains que ce soit compromis vu les circonstances.